Bonjour à tous, ici nous partons sur une nouvelle petite série de cours en vidéo sur la Terre dans l'univers. Et c'est une série préliminaire avant d'aborder la géologie de notre globe terrestre. L'objectif est de nous faire prendre conscience de notre situation actuelle dans le cosmos et de vous faire connaître la longue histoire qui a précédé la formation de la Terre. La Terre, en effet, c'est une planète à la surface de laquelle nous sommes. Eh bien, la Terre existe depuis 4,567 milliards d'années. L'univers, lui, est beaucoup plus vieux. Et le Big Bang, ce fameux événement qui aurait marqué la naissance de l'univers, eh bien, le Big Bang est daté entre 13,7 et 13,8 milliards d'années. Donc, avant la Terre, il s'est passé 9 milliards d'années. Et nous verrons qu'entre l'univers primitif et l'univers actuel, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup d'événements qui ont été nécessaires pour que les conditions de la formation de la Terre soient réunies. Bien, voilà, tout cela c'est un sujet très vaste, nos connaissances sont encore très parcellaires et nous sommes encore très loin de comprendre l'univers. Alors pour bien cerner l'univers, il faut comprendre de quoi il est fait, de quelle matière est-il constitué, et pour cela il faut aller vers l'infiniment petit. Et que savons-nous là-dessus? Eh bien, la matière, du moins celle que nous sommes capables de percevoir, cette matière qui nous constitue, eh bien, elle est constituée de particules. La matière est de nature particulière, et cela avec différents niveaux de complexité. Et ce sont des particules qui sont reliées entre elles par des forces d'interaction. Alors, la matière, c'est ce que l'on peut sentir, c'est ce que l'on peut toucher, c'est ce qui a une masse. D'ailleurs, le mot matière vient du latin materia, mot qui désignait le bois de construction pour les anciens Romains. Mais l'univers, cela n'est pas que cela. C'est plus que de la matière. C'est aussi de la lumière. Ce sont des ondes. Ce sont des vibrations. C'est du rayonnement. Et ces ondes, elles sont capables d'interagir avec de la matière. Et ces ondes, elles transportent de l'énergie. Alors pendant longtemps, les anciens savants faisaient bien la distinction entre matière et rayonnement. Car pour eux, cela était deux choses bien différentes. Puis, patatras. Au début du XXe siècle, les savants ont pris conscience de ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule, où un même phénomène, comme la lumière, qui a des propriétés ondulatoires, peut dans d'autres circonstances présenter des propriétés corpusculaires. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on a introduit le concept de photon, et le photon est une particule élémentaire. Alors là, je vais passer assez vite, car tout cela, ce sont juste des petits rappels de la scolarité. Alors pour commencer, on va commencer à l'échelle de l'angström, c'est-à-dire de 10 puissance moins 10 mètres. Et ici, nous avons des molécules. Ces molécules sont constituées par des atomes, et un atome, c'est un noyau avec un nuage électronique. Un noyau, c'est un assemblage de nucléons. Et un nucléon, cela peut être un proton ou un neutron. Quant au nuage électronique, c'est un ensemble d'électrons autour de ce noyau. Alors un noyau, cela a une taille de 10 puissance moins 14 mètres, c'est-à-dire 10 000 fois plus petit qu'un atome. Et un nucléon, en gros, c'est encore 10 fois plus petit qu'un noyau atomique. Là, on est sur du 10 puissance moins 15 mètres. Et là, on se rend compte qu'un atome, c'est beaucoup de vide. En toute rigueur, si on voulait dessiner un atome sur une feuille de papier, on ne verrait rien, car le noyau est 10 000 fois plus petit que notre dessin de l'atome. Donc voilà, ce que je viens d'expliquer, c'est ce qu'on apprend à la petite école, mais en fait, c'est plus compliqué. En fait, il est possible de découper un nucléon en particules encore beaucoup plus petites, et que l'on appelle des quarks. Et là, un quark, c'est une particule dite élémentaire, car les physiciens ne sont pas parvenus à la scinder en particules encore plus petites. Et un quark, c'est encore 1000 fois plus petit qu'un nucléon. Un nucléon, c'est du 10 puissance moins 15 mètres, et bien avec un quark, nous allons sur du 10 puissance moins 18 mètres. Et là aussi, on voit que même dans un noyau atomique, eh bien c'est beaucoup de vide. Alors, autre rappel très rapide que je vais faire ici, mais qui sont essentiels, c'est l'existence de charges électriques dans certaines de ces particules. Donc nous avons les électrons, un électron c'est une charge moins, nous avons les protons, et un proton c'est une charge plus, et juste pour mémoire, je rappelle le neutron qui est une particule qui est non chargée.
Mais il existe aussi une autre forme de matière qu'on appelle l'antimatière. Et dans l'antimatière, eh bien, nous avons des électrons, mais de charge positive, c'est ce qu'on va appeler des positrons. Et de la même manière, nous allons avoir des antiprotons, les protons de charge de moins, et même des antineutrons, même si ces neutrons sont de charge neutre. Et à l'échelle en dessous, nous avons des antiquarks dans cette antimatière. Alors on le sait, matière et antimatière ne peuvent coexister. Quand une particule de matière rencontre une particule d'antimatière, les deux particules disparaissent, elles s'annihilent en émettant des photons de haute énergie, comme des rayons gamma. Ce qui définit en premier lieu les propriétés chimiques d'un atome, c'est-à-dire sa capacité à s'associer avec d'autres atomes d'une certaine nature. Autrement dit, ce qui définit un élément chimique, c'est son nombre de protons dans son noyau. C'est ce que l'on appelle son numéro atomique, et ce nombre est noté par la lettre grand Z. Et pour un atome de charge électrique neutre, nous avons autant de protons que d'électrons. Mais on s'est aperçu qu'il y avait des variations dans la masse des atomes d'un élément chimique donné, et ces variations s'expliquent par un nombre différent de neutrons dans des atomes avec un nombre identique de protons. Et des atomes avec un nombre identique de protons, mais des nombres différents de neutrons, c'est ce que l'on va appeler des isotopes d'un élément chimique. Ainsi, un isotope est caractérisé par son nombre de masse. Le nombre de masse est le nombre de nucléons pour un isotope en particulier. C'est la somme du nombre de protons, c'est-à-dire du numéro atomique grand Z, et du nombre de neutrons. Donc voilà, un isotope, c'est un nombre de neutrons et de protons bien défini. Souvent, on parle de nucléide pour désigner un isotope particulier, alors que cela n'est pas tout à fait la même chose. Un nucléide, c'est un nombre de protons, c'est un nombre de neutrons bien défini, mais aussi un état d'énergie nucléaire bien caractérisé. Alors, dans la très grande majorité des cas, on peut faire la confusion, mais il existe des isotopes, comme le technétium-99, qui existent sous deux nucléides différents, deux nucléides radiogéniques, mais le deuxième, le technétium-99m, a une demi-vie beaucoup plus courte. Puisque nous sommes toujours dans les rappels de définition, revenons sur ce qui est appelé la masse atomique. Et la masse atomique est une manière d'exprimer la masse d'un atome pour un isotope en particulier, ou pour un élément chimique en tant que mélange de plusieurs isotopes. Nous verrons que la question n'est pas si simple, car la masse, c'est de l'énergie, selon la formule bien connue d'Einstein. Et d'un nucléon isolé ou incorporé dans un noyau atomique, cela n'a pas la même masse et il y a des variations subtiles de masse et cela dépend pour chaque isotope. On pourrait bien sûr compter en grammes, c'est ce que l'on fait en chimie quand on manipule des masses molaires. Mais dans la physique des particules, cette unité n'est pas commode et les physiciens préfèrent compter en adoptant un étalon de mesure. La solution la plus simple serait de prendre la masse d'un proton isolé comme étalon de mesure. Ainsi, la masse atomique d'un noyau d'hydrogène simple serait exactement de 1, celle de l'hélium 4 serait de 4 quelque chose, celle du carbone 12, eh bien de 12 quelque chose, etc. Mais un autre étalon de mesure a été choisi, c'est celle du carbone 12, ou plus précisément, c'est la masse moyenne d'un nucléon dans un noyau atomique de carbone 12. Ainsi, par convention, la masse atomique d'un noyau atomique de carbone 12, où nous avons 6 protons et 6 neutrons, eh bien, c'est 12 unités de masse atomique. On utilise donc ici une unité de mesure, l'unité de masse atomique. Pour être plus précis, on devrait dire unité de masse atomique unifiée, car l'unité de masse atomique est une unité de mesure obsolète, sur laquelle je ne veux pas m'étendre. Et il a fallu un certain temps aux scientifiques pour s'accorder entre eux. Alors l'unité de masse atomique unifiée, c'est exactement 1/12e de la masse de l'atome de carbone 12. Et on la note petit u. Alors, chose importante à connaître, c'est la notation utilisée pour différencier les isotopes. Alors, ici, nous avons le nom de l'élément chimique. Ce nom à lui seul suffit pour indiquer le nombre de protons, c'est-à-dire le numéro atomique. Et là, je vais donner le nombre de masse, c'est-à-dire le nombre de nucléons. Et pour avoir le nombre de neutrons, il faut juste faire la différence des deux nombres. Nombre de masse moins numéro atomique. Alors donnons un premier exemple, par exemple le carbone 14. Tout le monde en a entendu parler car c'est un isotope de l'élément chimique carbone. Et c'est un isotope radioactif du carbone qui nous permet de dater des morceaux de bois ou des ossements. Eh bien le carbone 14
c'est 6 protons et 8 neutrons. Il a une masse atomique de 14,003241,989 unités de masse atomique unifiée. C'est-à-dire que comparé au carbone 12, il est un petit peu plus lourd. Alors quand je dis un petit peu plus lourd, c'est déjà parce qu'il compte 2 neutrons en plus. Mais c'est surtout parce que quand je divise l'ensemble par 14, c'est-à-dire quand je calcule la masse moyenne d'un nucléon, dans un noyau de carbone 14, eh bien cette masse moyenne de ce nucléon est un petit peu plus élevée que celle d'un nucléon dans un noyau de carbone 12. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela signifie que dans le carbone 12, une partie de cette masse a été convertie en énergie. Et cette énergie donne une configuration plus stable pour le carbone 12 que pour le carbone 14. Alors, quelques exemples à connaître. L'élément chimique le plus simple, c'est l'hydrogène, dans la grande majorité des cas. C'est un proton et un électron. Mais l'hydrogène perd facilement son électron, et dans ce cas-là, il va se réduire à un seul proton. Mais il existe des isotopes de l'hydrogène, et il faudra s'y intéresser, car ils ont joué un rôle important dans l'évolution de l'univers. Déjà, nous avons le deutérium. Et le deutérium, c'est un noyau avec un proton et un neutron. Un seul proton, c'est donc de l'hydrogène, mais associé avec un neutron, c'est donc de l'hydrogène 2 fois plus lourd. Puis nous avons le tritium. Alors le tritium, c'est un proton plus 2 neutrons. Alors pour terminer cette première petite vidéo d'introduction sur les particules constituant la matière, un petit mot sur les quarks, ces fameuses particules élémentaires que l'on retrouve dans les protons et les neutrons. Et dans les protons et les neutrons, nous avons deux types de quarks, ce sont les up et les down. Un proton, c'est 2 up plus 1 down, et un neutron, c'est 1 up plus 2 down. Donc pour résumer, voilà tout ce que nous avons appris, c'est que la matière perceptible dans notre univers quotidien, elle est très majoritairement composée de molécules, eux-mêmes formées d'atomes. Et nous avons rappelé les notions d'isotopes, de nucléides, de masse atomique, de numéro atomique, de nucléons, de protons, de neutrons, d'électrons et de quarks. Voilà en résumé très abrégé ce que l'on sait sur la matière de notre univers. On peut s'en contenter, mais en fait, nous ne savons pas grand-chose. Sauf à dire que la matière, ce sont des quarks, ce sont des électrons, ce sont des photons, et bien d'autres particules dont on parlera plus tard. Et toutes choses étant égales, toutes ces particules sont situées à des distances astronomiques les unes par rapport aux autres. Alors si on fait des calculs de volume, il faut savoir qu'il faut porter ces dimensions à la puissance 3. Ainsi, un quark de 10 puissance moins 18 mètres de taille, eh bien un quark a un volume de 10 puissance moins 54 mètres cubes. Et si on fait le calcul de tout cela, on se rend compte que la matière, c'est énormément de vide. C'est 99,99999% de vide, soit quasiment 100%. Et on sait aussi qu'à l'échelle de ces dimensions de l'infiniment petit, nous sommes dans le royaume de la mécanique quantique, où les distinctions que nous faisons entre le corpuscule et les ondes ne tiennent plus. Et en fait, à cette échelle, nous sommes dans le domaine des quantas d'énergie, qui sont les plus petites quantités d'énergie indivisibles pouvant exister. Alors qu'est-ce que la matière, le réel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on ne sait pas. Sauf que ce qui fait la propriété de la matière comme une substance visible et tangible, en fait, ce ne sont que des rayonnements et des champs de force qui interagissent entre eux. Et là, on n'est plus très loin de ce qui est décrit dans le domaine de la science-fiction ou dans le domaine des jeux. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouvera pour la prochaine fois et nous parlerons encore de physique. À bientôt!